bonsoir à tous et à toutes. Je suis le docteur Stéphane Tassinkou, médecin généraliste, praticien associé au centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach, dans le département du Grand Est, service des urgences. Et au nom de l'Association des professionnels de santé camerounais en France, MEDCAM, je souhaite la bienvenue à tout le monde, une très bonne connexion à tous et à toutes. Et aujourd'hui, c'est l'acte 2, deuxième symposium du comité organisé par le comité scientifique de l'Association des professionnels de santé, organisé par l'Association des professionnels de santé camerounais en France. Et pour rappel, le 19 janvier, c'était l'acte 1. On avait parlé du parcours du stagiaire associé camerounais en France. On avait longuement discuté sur ce qu'un stagiaire associé pouvait faire en France, ce qu'un stagiaire associé ne pouvait pas faire en France, sachant que pour exercer les travaux de médecine en France, un médecin qui n'a pas obtenu son diplôme de docteur en médecine en France, pas en France, dans l'Union européenne, avait la possibilité de passer les équivalences, c'est-à-dire les épreuves de vérification de connaissances fondamentales et pratiques pour pouvoir exercer en plein temps ses travaux de médecine en France. Et quand il passe les épreuves de vérification de connaissances fondamentales et des épreuves de vérification fondamentales et pratiques, il quitte le statut de stagiaire associé pour le statut de praticien associé. On pouvait également pratiquer, avoir des travaux de médecine en France en étant stagiaire associé ou en passant par le diplôme de formation médicale appliquée ou le diplôme de formation médicale spécialisée. Donc aujourd'hui, c'est l'acte 2 et le thème d'aujourd'hui porte sur les perspectives du médecin camerounais praticien associé en France. Il y a plusieurs données dans le... Oui, allô? Il y a plusieurs de nos aînés dans la communauté camerounaise de médecins qui ont bien accepté de partager avec nous leur expérience. Parce que quand on est praticien associé en France, il y en a qui ont accepté de partager leur expérience avec nous. Savoir que quand on est praticien associé, on a la possibilité soit de rester en France, d'autres ont accepté de rentrer au Cameroun. Donc, on aura 3 orateurs ce soir. Le premier orateur, c'est le docteur Aya Baken, un médecin psychiatre qui est praticien associé et qui exerce son activité uniquement en France. Le deuxième orateur, c'est le docteur Matanga Machekam, qui est gastro-entérologue, qui, après ses travaux de médecine en France, a choisi de retourner au Cameroun pour continuer ses travaux de médecine. Et le troisième orateur, c'est le docteur Nkembe Charlotte, médecin cardiologue, qui, elle, a gardé une activité mixte. C'est-à-dire qu'elle a un pied en France, elle a un pied au Cameroun. Et c'est différent. Nous aurons l'occasion d'écouter les expériences de chacun de ces 3 médecins. Donc, sans toutefois tarder, je vais passer la parole au premier orateur, s'il s'est connecté, le docteur Aya Baken, qui exerce ses travaux au centre hospitalier Prémontré en France. Est-ce qu'il est connecté? Stéphane, vas-y avec... Il n'est pas connecté. Stéphane, vas-y avec le deuxième orateur. On va récupérer à la fin, s'il te plaît. Merci. On va passer la parole alors au docteur Matanga Machekam, médecin gastro-entérologue qui exerce ses travaux de médecine à l'hôpital Akintini de Douala. Docteur, je vous donne la parole. Merci et bonsoir à nous tous. Merci d'être venus partager cette soirée avec nous. C'est une soirée assez riche. Je remercie d'ailleurs
tout le comité scientifique. Je ne sais pas si vous avez mes travaux sur vos écrans. Je disais que je remerciais le comité scientifique de Medcam de France pour m'avoir associé à ces travaux. Ah, c'est bon. Le partage est bon. Tu peux aller. Alors, donc, comme je disais, je vais partager avec vous mon retour au Cameroun pour exercer à temps plein. Et voilà, on va y aller rapidement. Je vais le présenter suivant le plan que vous avez, après une brève introduction. Je vais partager avec vous des généralités dont j'ai eu à explorer pendant toute la période, un petit résumé de ce que j'ai eu pendant toute cette période de préparation sur le retour au Cameroun. Un petit mot de ce que je vois ou ce que les autres voient comme le retour au Cameroun en ce qui concerne le domaine de la santé. Et partager aussi avec vous un peu des réflexions sur pourquoi revenir au Cameroun, ou si vous voulez, au continent Cameroun, ou bien voyez ça comme le continent Afrique. Peut-être donc à la fin, je peux faire comme ça, vraiment partager en très peu de mots mon expérience personnelle, parce que pour moi, lorsqu'on m'a présenté le tableau, j'ai vraiment voulu qu'on parle le même langage et que vers la fin, je puisse vous donner, ce n'est pas une recette de grand-mère, que je puisse vous donner à moi mes convictions qui m'ont fait revenir au Cameroun. On va terminer par une petite conclusion. Donc, je veux qu'on se rappelle ensemble des notions que nous connaissons tous, parce que nous sommes tous des personnels de santé. C'est quoi la santé? On sait, l'OMS le définit comme cet état de bien-être physique, mental, social, qui n'est pas seulement l'absence d'infirmité ou bien de maladie. Donc, il y a aussi la qualité de vie, qui est décrit comme la perception subjective qu'on a de sa propre situation de vie. C'est une notion qui intègre le contexte culturel, le système de valeurs, les objectifs propres, les attentes, les normes et les préoccupations. Donc, on va dire qu'en ce qui concerne la qualité de vie, de toute façon, dans le monde et même en Afrique, le Cameroun n'est pas aux meilleures loges. Il y a un rapport qui est très connu, le rapport Mercier de 2018, et donc qui classait le Cameroun en Afrique comme étant le septième pays qui a le meilleur indice de qualité de vie. Je fais sourire quelqu'un qui m'a prêté cette diapo et qui a tellement insisté. Voilà. Alors, on va dire que en ce qui concerne donc notre système, l'amélioration de notre qualité de vie va passer par le renforcement de notre système de santé, que ce soit notre politique sanitaire de santé, que ce soit en ce qui concerne les ressources humaines et par ricochet, le plateau technique qui devrait être amélioré. Nous savons tous en ce qui concerne la diaspora, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des immigrants ou leurs descendants, il faut définir ce que nous sommes, qui vivent hors de leur pays natal ou du pays de leurs parents, sur une base soit temporaire ou permanente, mais tout en conservant des liens affectifs et matériels avec le pays d'origine. Donc ça, c'est la définition de l'Organisation internationale pour les migrations et la Migration Policy Institute. Donc, l'Union africaine, donc, dans cette lancée, définit, tellement elle est importante, la diaspora africaine comme étant la 6e région d'Afrique. Et donc, je vais encore vous rappeler que la diaspora africaine, c'est une diaspora qui est qualifiée, donc qui est en majorité à un niveau universitaire, justement, parce que les critères d'immigration font que c'est une immigration choisie par les pays d'autres. Donc, en général, c'est une diaspora qui est qualifiée, qui a au moins un niveau universitaire. Et vous rappelez que dans les 10 dernières années, les 2 dernières décennies, entre 90 et 2010, cette diaspora s'est multipliée par 4. Donc, cette diaspora donc, a un rôle déterminant dans l'amélioration du cadre institutionnel des pays. Elle s'inspire des modèles institutionnels qui marchent dans les pays hôtes pour améliorer en contextualisant ceux de leur pays d'origine. Donc, ça se fait via un retour dans les pays d'origine ou via la formation et le financement des réseaux de relais locaux tels que les sociétés civiles et les partis politiques. Donc, je nous vois vraiment dans notre activité, dans notre rôle que devrait jouer une diaspora pour son pays d'origine. Donc, comme on l'a dit, la diaspora contribue à l'amélioration du capital humain de son pays d'origine lorsqu'elle est impliquée dans ces réseaux de formation, de recherche, d'innovation qui est en lien et lorsqu'elle contribue significativement au transfert des technologies. Le rôle clé ici est très bien joué dans l'amélioration de la productivité globale. Donc, j'évoque cette notion de repat avec vous, que beaucoup de personnes ne connaissent pas beaucoup, qui est pourtant la mode. Repat, à l'inverse d'expat,
c'est le diminutif de repatriés, qui sont ceux, en général, qui sont constitués d'Africains, qui sont généralement bardés de diplômes, d'expériences internationales, qui décident donc de revenir sur le continent africain ou dans leur pays d'origine afin de créer des entreprises et d'y travailler. Ils cajolent tous un rêve. Il n'y a pas un, ils cajolent tous un rêve, tous les membres de la diaspora, c'est de voir l'Afrique se développer et de pouvoir mettre à profit les apprentissages dont ils ont bénéficié dans leur pays. Parce qu'il faut dire que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup partent, c'est pour acquérir des connaissances. Maintenant, dans ce lot, il y en a qui décident de rester, de s'établir pour plusieurs raisons, qu'on pourra voir dans la suite, mais il y en a qui rentrent. Donc, ici, d'après des chiffres, 71% des membres de la diaspora africaine, d'après un sondage, envisagent de revenir travailler en Afrique. Et de tout cela, 32% des personnes qui envisagent de revenir en Afrique, qu'on appelle donc des repatriés ou des repatres, si vous voulez, parce que par opposition aux expats, 32% d'entre eux sont des entrepreneurs. Au cours de mes petits travaux, j'ai une petite question qui m'a taraudé l'esprit, même si ce n'était pas le sujet de ma présentation. Peut-être que nous allons en profiter au cours de nos travaux pour poser la question de savoir c'est quoi la place du racisme ou de la montée en puissance du Black Power dans cette tendance. Donc, mes travaux ne se sont pas posés dessus, mais je pense que c'est quand même un sujet qu'on pourrait en discuter avec le temps. Donc, je pense que j'ai essayé de faire ce petit schéma. Ce n'était pas évident, mais je m'y suis faite en présentant la population locale, la diaspora, qui est celle qui s'est établie, qui s'est expatriée, et en disant la diaspora, ce n'est pas seulement les personnes qui sont parties, c'est-à-dire les expatriés. La diaspora, c'est aussi ceux qui acceptent de rentrer et de s'établir sur place, qu'on appelle les repatriés. Et donc, il devrait avoir un équilibre harmonieux entre la population locale, c'est-à-dire la population d'origine, ses liens avec sa diaspora et une jolie interconnexion, une jolie interaction entre les expatriés d'une part, les repatriés d'autre part. Donc, nous le savons désormais, ou nous devons le savoir et nous devons être fiers de le savoir. Ça, c'est une petite expression que j'ai piquée au cours de mon séjour à Abidjan. Nous devons vraiment, comme un afro-noir qui est conscient qu'il est choco, c'est-à-dire on doit être conscient de nos valeurs, conscient du potentiel qu'on a sur notre continent, conscient plus que les autres le sont pour nous, parce que tout le monde entier est conscient. L'Afrique est une terre d'avenir. L'Afrique, c'est le nouveau terrain d'un jeu stratégique. D'ailleurs, vous allez voir tout le ballet qui se fait sur le continent ces derniers temps. La Russie, la France, l'Union européenne avec le président Macron qui vient de quitter notre zone un peu en dessous de nous, le Congo et autres, et les États-Unis. Nous devons savoir ou être conscients de l'ampleur de la croissance économique en Afrique qui est parmi les plus importantes, savoir la puissance de la jeunesse africaine, de savoir ce que nous représentons. Parce qu'un président nous a dit il y a une dizaine d'années que notre jeunesse était un problème pour l'Afrique en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas citer le président, mais je pense que les Africains doivent être conscients que notre jeunesse, c'est une puissance et que nous devons avoir un désir le plus ardent qui est celui d'y participer. Moi, ce qui me rend contente aujourd'hui, c'est que notre diaspora, peu importe son niveau, toute la diaspora est contente et est désireuse de pouvoir participer. Donc, que ce soit avec un statut d'expatrié ou de repatrié, chacun de nous devra pouvoir donner sa pierre à l'édifice. Donc, trois principales raisons qui motivent cette nouvelle tendance, de repatrier des personnes qui reviennent sur le continent, c'est la volonté d'avoir un impact sur le développement du continent, c'est la grosse possibilité avec des opportunités professionnelles qui sont intéressantes, l'intelligence émotionnelle qui nous anime et la capacité à repérer les tendances. Il y a aussi, il faut le dire, parce que le cœur, il a ses raisons, ce qu'on a souvent en termes de pression familiale et sociale, et surtout sur le plan social, la qualité de vie, parce que beaucoup de travaux parlent aussi de la qualité de vie du sujet expatrié, je pense qu'on pourra aussi en parler, qui inclut la santé mentale ou la réalisation personnelle. Il faut noter qu'on a un important moteur de croissance macroéconomique qui est l'attractivité et la croissance unique de notre continent. Et donc, pour ce, je pense que nous devons être conscients que les voyants sont verts, ou bien on va dire, ils sont orangés verts, parce que dans nos pays, et surtout dans notre pays,
Ça vient de façon assez progressive, mais on voit quand même venir l'amélioration de la gouvernance, c'est-à-dire les courants de pensée qui sont rapidement évolutifs. Je peux vous donner, d'ailleurs même, je n'ai pas besoin de vous donner les courants de pensée qu'on observe en Afrique de l'Ouest parce que justement, tout vient de ces courants de pensée, les bouleversements de tendance. On a le regain de croissance, on a l'amélioration de la qualité de vie. Il faut noter que dans nos grandes capitales africaines actuellement, la classe moyenne est galopante. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une grande attractivité pour toutes les autres régions. Et il faut noter aussi que chez nous, on n'a pas forcément nécessaire d'être au top de la technologie parce que certains se disent non, il faut, non, attendez, nos besoins basiques sont encore tellement importants que tout est bon à prendre pour nous pour appuyer notre développement. Il faut savoir que des produits qui sont simples, efficaces et peu chers peuvent avoir beaucoup plus de succès en Afrique que les mêmes qui sont plus sophistiqués et qui coûtent beaucoup plus cher. Il faut aussi noter, on va le dire, hein, cette facilité qu'a la diaspora de rencontrer les autorités. Donc, il faut utiliser ces différents atouts pour impacter notre participation au développement local. Alors, quitte de la santé, donc nous savons, et puis cela a été dit par une sociologue qui travaille beaucoup sur les migrations et les professions médicales, c'est Christelle Fifaten-Pounsou, qui le dit, de tous les temps, les médecins se sont toujours déplacés pour se former. Donc, les gens ne doivent pas penser que non, quand on se déplace, c'est peut-être parce qu'on n'a pas souvent les moyens de se former, mais dans tous les pays, même les plus avancés, les médecins se sont toujours déplacés pour se former parce que, en fonction des spécificités, lorsqu'on a une connaissance qui est pointue quelque part, les médecins se déplacent pour acquérir cette connaissance. Donc, les médecins se sont toujours déplacés, initialement pour faire un renforcement de capacité, mais aussi, souvent, parce que le milieu où ils vont, il y a une facilité d'emploi, il y a une attractivité du système et de la qualité de vie. Donc, ceci, c'est une aubaine pour le pays d'accueil. Si je prends l'exemple du système hospitalier français qui est en sous-effectif avec de véritables déserts médicaux en zone rurale. J'ai vu un travail quelque part qui disait que la diaspora africaine francophone, la diaspora nord-africaine francophone est en France à plus de 70% des cas. Donc, vraiment, c'était cibler la France pour dire que c'est que la France bénéficie au maximum de cette vague de médecins qui vont pour se former et donne tous les moyens d'attractivité possibles pour ces derniers. Donc, les nouveaux défis qu'on a, c'est de pouvoir investir dans la santé, que ce soit dans le domaine public, dans le domaine privé, mais surtout, et comme on l'a vu ailleurs, de pouvoir développer les partenariats publics-privés. Et pour ce faire, nous avons suffisamment d'armes de pouvoir améliorer la qualité de la formation. Ça va faire qu'on est peut-être moins tenté d'aller se former ailleurs. C'est de proposer des salaires adéquats, et Dieu seul sait que c'est possible pour nos dirigeants, et de pouvoir proposer les conditions optimales de formation. Donc, pourquoi revenir au Cameroun? Nous savons que, d'après les derniers chiffres de l'OMS, on a 4,5 médecins pour 10 000 habitants. Notre dernière enquête démographique sur la santé parlait de 0,9 médecins pour 10 000 habitants au Cameroun, mais l'Ordre national des médecins rappelle que ce chiffre est fictif parce qu'en réalité, au Cameroun, on a un médecin pour 40 000 à 50 000 habitants et dans ces médecins-là, 25 qui sont formés au Cameroun, 25 à 30% vont quitter le pays, 70 à 80% ont été formés à l'étranger et naturellement sont beaucoup plus restés à l'étranger. Et il faut dire aussi que les nouvelles du pays, l'écho n'est pas toujours les plus reluisants pour encourager le retour au pays. On a le gel de recrutement, la qualité de vie, l'instabilité politique et sociale. Et tout ceci explique donc l'augmentation de la proportion des médecins formés en Afrique dans les hôpitaux occidentaux et donc surtout les hôpitaux français. Alors, pourquoi revenir? Nous savons encore que les praticiens de la diaspora camerounaise, cela a été dit, ce sont des médecins qui ont une haute compétence qui est mondialement reconnue. Et c'est un atout qui est stratégique pour le développement du système de santé au Cameroun. Nos dirigeants doivent le savoir. C'est un atout majeur dans la mise à niveau des compétences, pour l'enseignement, pour la maintenance des équipements, pour la recherche et beaucoup d'autres choses. Ce sont des médecins comme vous qui êtes très actifs dans la formation continue, des médecins du pays, qui sont des centres de convoitise des pays africains et occidentaux. Donc, n'oubliez pas que les médecins camerounais ne sont pas seulement convoités par les pays hôtes,
ou parlent au Cameroun, mais ils sont aussi convoités même dans la sous-région Afrique centrale. J'espère que vous savez qu'il y a des vagues de recrutement des pays de la sous-région, que ce soit en RCA, au Tchad, en Guinée, au Gabon, qui sollicitent l'expertise des médecins camerounais. Donc, on est envié, on est convoité par la fois nos pays d'autres, mais aussi par les pays africains. Et comme dans nos pays, on a encore des lois financières et les impôts qui sont plus souples. Il y a plein d'arguments qui peuvent compter. Donc, cette diapo, je l'ai faite pour que nous tous qui suivons cette présentation, qu'on ait une petite réflexion. On n'aura peut-être pas le temps de le faire pendant la présentation, mais qu'on ait le petit œil à le faire même après. J'aimerais que nous tous, pendant quelques secondes, on essaye de regarder autour de nous, qu'on soit au niveau de la diaspora, qu'on soit au Cameroun, regardons un peu autour de nous. Essayons de comparer les praticiens en début de carrière, au Cameroun ou en France. Quand je prends la France, les médecins qui sont en diaspora. Essayons de comparer les mêmes médecins à 5 ans. Essayons de les comparer à 20 ans. Si on peut avoir leurs expériences, parce que les médecins, ils parlent beaucoup. Moi, je le dis par expérience, parce qu'on devait parler de mon expérience. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en France. Je suis arrivée avec toute ma famille, mes enfants, mon mari, qui est médecin cardiologue aussi. Donc, rapidement, je me suis mise au travail. On a essayé de contacter les confrères, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a comparé les confrères qui étaient là depuis pas longtemps. On a comparé des confrères qui étaient là depuis plus longtemps et on a essayé de vivre leurs expériences à travers leurs récits. Et comme les Camerounais sont des personnes qui sont bien, ils ont été vraiment francs avec nous, donc on a fait beaucoup d'échanges. On avait l'impression qu'à quelques mois, on avait vécu longtemps en France, tellement on était bardés d'expériences de toutes ces personnes. On a comparé aussi les médecins camerounais ou africains, mais qui exercent en France, qui exercent en milieu hospitalier ou en milieu libéral, pouvaient faire cela, ou qui ont une activité mixte. Donc, au Cameroun, c'est ceux qui exercent en public ou en privé ou qui ont une activité mixte qui est beaucoup plus fréquente. Essayez de comparer pour tout ce qui montre l'épanouissement dans les activités hospitalières et extra-hospitalières. Je pense que cette petite réflexion peut nous aider, chacun à son niveau, pour dire qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il est mieux que je reste dans mon pays d'accueil. Peut-être que c'est mieux pour moi parce que l'essentiel, c'est de toujours choisir ce qui est mieux pour soi. Donc, il y a cette réflexion-là. Je passe donc la diapo après que nous l'ayons faite ensemble sans savoir les conclusions des uns et des autres. Pour dire que pourquoi revenir, comme on l'a dit, c'est vraiment les arguments qui sont la qualité de vie, la qualité de l'alimentation, la monotonie de l'exercice, la volonté d'être utile ou la volonté de garder ses liens culturels ou le sentiment profond d'être à sa place, loin de chercher à tout moment cette place ou de la prouver en permanence. Parce que c'est une chose qui est revenue auprès des médecins que j'ai côtoyés en France, c'était que vraiment, certains se disaient, je n'ai pas de souci, mais j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place, comme si, je ne sais pas si vous avez connu l'image sur les réseaux sociaux, comme cette gousse d'ail qu'on a greffée dans cette orange, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, j'ai l'impression de toujours chercher ma place, ou à chaque fois que je dis quelque chose, je dois prouver en permanence tout ce que je fais, même si tout le monde est d'accord que ce que je fais est ce qu'il faut faire. Alors, il faut donc faire attention au syndrome du rapatrié, c'est-à-dire celui qui revient et qui se pose toujours la question. Il revient chez lui, mais il ne sait pas s'il est de retour chez lui ou s'il arrive chez lui, parce que c'est une question importante, parce que des fois, retourner, c'est pas forcément, ou bien revenir vers le pays, c'est pas forcément revenir pour certains, c'est une nouvelle expérience. C'est la repatriation, certains le vivent comme une immigration nouvelle, c'est ça la difficulté. Parce que souvent, ceux qui reviennent, ou qui sont de retour ont l'impression qu'ils arrivent comme un immigré. Ils se sentent en perte de repère, comme des touristes, pourtant ils sont chez eux. Ils ont ce sentiment de repartir à zéro pour se bâtir une crédibilité, une légitimité, parce qu'il y a une faible reconnaissance, une valorisation de son expérience dans son pays de retour. Parfois, il y a des hostilités, il faut qu'on se le dise. On le vit tous les jours, comme on le vit aussi de l'autre côté. Il y a l'incompréhension mutuelle et parfois la jalousie. C'est un mot qui sort, il ne faut pas avoir peur. Donc, certaines personnes voient le repatrié comme celui qui est venu donner des leçons. Donc, une fois que c'est dit, il faut savoir quelles sont les cartes qu'on doit pouvoir utiliser lorsqu'on engage cette réflexion. Il faut savoir que pour revenir, il faut définir un nouveau projet de vie. C'est la clé du retour. C'est ça qui est comme le moteur qui va nous aider, qui va nous pousser à avancer sans qu'on soit obligé de craquer ou qu'on se dise, je repars tout de suite que je suis venu. Donc, il faut qu'on soit prêt. Oubliez la progression ascendante instantanée.
N'oubliez pas que nous revenons, mais personne ne nous attendait. Il faut se refaire sa place, se retrouver son chemin sans casser autour de soi. Il faut savoir montrer patte blanche, accepter la période transitoire comme une mise à niveau qui peut durer 6 à 12 ans. Je compare souvent ça comme la croissance du nouveau-né. Nous savons, et nous l'avons vu dans nos cours de médecine, que lorsque le nouveau-né est né, si vous voulez, il y a toujours, pendant ces 5 à 10 premiers jours, une perte de poids. Pourtant, le sujet est nourri. Une perte de poids qui est normale avant la reprise de croissance. Il faut vraiment que le repatrié sache qu'il y a toujours cette période transitoire de mise à niveau qu'il faut être prêt à dépasser. Il faut être capable de redécouvrir la ville, ne pas forcément dire, je viens, ça fait 10 ans que vous êtes parti, ça fait 15 ans que vous êtes parti, les bâtiments ont changé, les routes ont changé, les repères ont changé, donc il faut savoir redécouvrir la ville, bâtir ou rebâtir son réseau, parce que vous êtes parti, beaucoup de réseaux se sont tissés, peut-être les vôtres sont tombés, il faut savoir reconstituer son retour, son réseau avec les personnes qui sont sur place, il faut pouvoir poser des questions, être proactif et surtout utiliser prudemment sa caisse à outils. Je viens d'un pays où le niveau de vie attend, où la qualité des soins est à temps, ne pas être celui, et puis ça m'est arrivé dans les premiers jours, celui qui recherche à tout moment, attends, on ne peut pas faire le soin comme ça, le plateau il est monté, non, savoir utiliser prudemment sa caisse à outils, utiliser ce qu'on a appris à faire prudemment au fur et à mesure. Des fois, quand on revient, on n'a pas le plateau technique qu'on avait, on peut souvent essayer de se le procurer, soit avec ses propres moyens ou avec les moyens des personnes qui sont avec nous, mais vraiment savoir utiliser prudemment sa caisse à outils pour assurer un atterrissage en douceur. Alors, pourquoi moi je suis revenue? Donc, on va prendre quelques secondes pour que je vous parle un peu de moi à cœur ouvert. Il faut dire que, en ce qui me concerne, moi, depuis l'idée de l'expatriation, qui pour moi, à la base, était acquérir des connaissances, je peux partager mon expérience. Moi, je suis quittée du Cameroun en tant que médecin généraliste en ayant fait ma formation de médecine générale au Cameroun. Je me suis mariée, j'ai fait mes enfants qui étaient 3. Donc, à un moment, je me dis, c'est bon, je peux retourner, me spécialiser. Et donc, je me pose la question, où est-ce que je fais ma formation? En tant qu'hépato-gastro-entérologue à l'époque, ou même maintenant, et nous le savons, tout le monde est capable de vous dire, 80% des médecins hépato-gastro-entérologues qui sont formés, qui travaillent au Cameroun, ont été formés dans notre faculté mère, on n'a pas peur de le dire, et c'est la faculté de sciences et de recherche d'Abidjan, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, je me dis, mais pourquoi pas? Si c'est la meilleure, c'est accessible, donc paf, je me lève avec ma famille, donc entre guillemets, mon mari qui est cardiologue aujourd'hui, la réflexion se fait de la même façon, hein, parce que pareil aussi en cardiologie, le centre qui a la meilleure expertise pour le moment en Afrique noire francophone, ça reste l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc pour moi, il n'y a pas mieux pour pouvoir aller en couple. Donc je me prends mes enfants qui sont pour l'aîné âgé de 3 ans, et pour les cadets, c'est des jumeaux qui étaient âgés quand je partais de 6 mois, quand j'allais faire mon probatoire, et à peine d'1 an et quelques quand nous sommes partis. Donc, moi, j'y vais avec toute ma famille parce que je dis, je vais acquérir des connaissances au meilleur endroit. On a dit, les médecins, ils se déplacent pour se former. Donc, j'y vais avec toute ma famille et donc, on arrive en fin de formation. 4 ans, ça passe avec ces hauts débats, avec la famille, mais nous sommes des Camerounais, comme on dit souvent, dans notre îlot niortais. Quand j'étais en France, on disait, nous sommes des warriors. C'est ce qu'on se disait entre nous. Donc, quand un essayait de craquer ou quoi que ce soit, on dit, n'oubliez jamais, nous sommes des warriors. Donc, je suis partie comme un warrior avec ma famille. On s'est formé. Quand on a fini à Abidjan, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? L'idée était là. On retourne au Cameroun pour exercer ou bien on se fait encore un renforcement de compétences. On se dit, mais pourquoi pas? On a des statuts étudiants. Est-ce qu'ils vont nous le permettre? Est-ce que la France va permettre? Parce que moi, c'était ma famille ou rien. Et donc, Dieu aidant, mon mari, il a pu partir en France pour faire sa sous-spécialisation. Et donc, moi, je demande un visa étudiant avec mes 3 enfants. Beaucoup n'y croyaient pas. Et bien, avec la force des choses, de l'ambassade de Fabien, on vous autorise à aller vous former en tant qu'étudiante et vos 3 enfants. Donc, j'y vais, je continue pour acquérir des connaissances, mais cette idée de la répatriation ne m'a jamais quittée. Mais même pendant mon séjour en France, donc, j'ai toujours intégré cette notion de famille parce que j'ai toujours vécu en famille. Ça n'a pas été facile les premiers jours dans mon hôpital d'accueil qui m'a peut-être donné un petit espace plus grand pour moi et ma famille, mais vite fait, j'ai compris que ça n'allait pas suffire. Donc, j'ai pris une maison en ville pour les enfants parce qu'au même moment,
Les enfants doivent être éduqués, ils doivent aller à l'école, ils doivent avoir l'espace suffisant pour s'épanouir. Donc, moi, j'ai intégré cette notion de ma famille nucléaire, de notre qualité de vie, de leur éducation. Eux aussi, je les vois à 5, à 10, à 20 ans, comme les assises de tout à l'heure. Et je pense aussi à tout ce qui est la famille élargie, la prise en charge sociale et sanitaire. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile pendant cette période de vivre l'accompagnement de la famille, de voir que ce n'était pas facile de les aider au quotidien. Donc ça aussi, je me suis dit, je les aiderai peut-être mieux quand je serai sur place. Donc, je me donne le temps d'acquérir la formation et quand j'ai le minimum que je pense nécessaire. Parce que même quand je quittais la France, j'avais l'ouverture sur une sous-spécialisation des pathologies gastro-entérologie, vous savez, c'était du caté. Et moi, j'ai réfléchi, hein, ça c'est personnellement. Moi, je me dis, si je fais du caté maintenant, mes formateurs me disaient, si vous voulez qu'on vous prenne en caté, d'accord, mais il faut être prête à nous signer que vous êtes en France encore pour 2 ans. Je dis, d'accord, je vais faire la réflexion. Puis je me dis, je vais faire du caté, d'accord. De toute façon, je veux rentrer. Est-ce que je pourrais tout de suite, parce que c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de cette formation? Est-ce que moi, particulièrement, personnellement, si je fais du caté, moi, j'avais peur en disant, si je fais du caté, j'aurais peur de rentrer. La difficulté de rentrer va me faire peut-être rester en France parce que moi, je voulais absolument rentrer, exercer au Cameroun. Je me suis dit, bon, à mon formateur, est-ce qu'on peut mettre une pause à mon projet? Je veux vraiment rentrer au Cameroun. Je repars au Cameroun, si vous me permettez. Si jamais, à un moment ou quoi que ce soit, j'ai besoin de revenir faire ce caté, promis, je me dégage 2 ans et je viens faire la formation. Donc, un de mes parrains qui négociait ça avec les formateurs se dit, vas-y, au moment où tu vas vouloir revenir, on va essayer de peser de nos poids pour que ça se fasse. Bon, donc, ça faisait partie, ça c'est mon expérience personnelle. Et donc, quand j'étais à Abidjan aussi, je me disais, s'il faut aller se former, il faut aller à la régulière. Moi, je n'ai jamais été partisan des personnes qui prennent la route, qui prennent les canoës avec des gilets de sauvetage. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours voulu, de façon très, très personnelle, retourner pour participer à l'amélioration de notre plateau technique. Moi, je voyais ça comme des marches d'escalier. Nous, on a besoin d'atteindre des niveaux élevés, mais ce n'est jamais au saut. L'ascenseur social dans ce sens n'existe pas. C'est des marches qu'il va falloir gravir un à un et chacun doit être capable de mettre sa pierre à l'édifice. Je vais partager ici l'expérience d'un confrère, d'un camarade, d'un collaborateur, je ne sais pas si je dois le citer, qui s'appelle Serge Foncois, avec qui j'étais promotionné à Abidjan. À un moment, je me dis, il y a Serge qui a commencé du caté. Est-ce qu'on a besoin d'être, sous réserve que Serge soit épris comme moi de revenir au Cameroun, est-ce qu'on a besoin d'être plusieurs à faire du caté? Et si je veux vraiment rentrer, je peux rentrer. Et Serge est déjà en train de faire du caté. Peut-être que si, après les 2-3 ans qu'il se fait, il revient à Douala, on n'aura pas besoin d'avoir 3-4 personnes qui font du caté dans la vie. Donc, je peux rentrer en espérant qu'il y ait des jeunes, comme Serge, que je vois 2 ou 3 personnes qui font du caté. Et si jamais ils essaient de venir au pays, même si c'est sur des missions multiples, ensemble, on va pouvoir relever. Parce que quand je quitte le Cameroun, on ne fait que de l'endoscopie diagnostique, très peu d'endoscopie interventionnelle. Donc, quand je reviens, on a commencé à faire des ébauches d'interventionnels. J'en fais aussi un tout petit peu. Si on a quelqu'un qui fait du caté, attendez, on est monté au niveau 3 en ce qui concerne l'endoscopie interventionnelle. Donc, je me dis, bon, je peux rentrer. Et puis, c'est tous ensemble que nous allons faire. Donc, je me suis préparé mentalement sur tout ce qui est frustration, sur le temps d'accommodation. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en étant revenu ici, moi, personnellement, je pourrais mieux m'accomplir sur le plan social et même financier. Et donc, depuis mon retour, je profite au maximum du pays en faisant au mieux ce que je sais faire, en sortant toute joyeuse tous les matins, en rentrant contente, en voyant ma famille, mes proches. Franchement, c'est une belle expérience que moi j'ai eue pour la repatriation et je le souhaite à toutes les personnes qui, comme moi, souhaiteront venir au pays. Le diapo que j'ai partagé, il n'en reste plus que 2 ou 3, ne vous inquiétez pas. Et vraiment que ce continent camerounais, là, cette nationalité camerounaise me rend vraiment fière et je suis contente d'être là. Donc, pour conclure, je vais partager avec vous cette métaphore de la jarre trouée qui nous vient du Bénin, qui dit « Si tous les enfants du pays venaient, par les mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. » Donc, pour réussir son retour en Afrique, il est important de faire des recherches pour décider. Ce n'est vraiment pas des choses qu'il faut faire sur un coup de tête. Il faut vraiment se préparer parce que si on vient sans être préparé, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc, il faut faire preuve d'humilité et de rigueur une fois qu'on est sur place pour réussir et ne jamais oublier, le continent ne gagnera que par
la diversité plurielle de sa diaspora, c'est-à-dire la belle interaction qu'on a dit tout à l'heure entre les expatriés, les repatriés. Ici, je partage avec vous une photo d'il y a quelques jours, c'est la fête de mon service, la fête de fin d'année. Je ne vous l'ai pas dit, juste quand je suis revenue, j'ai été nommée par mon directeur, le professeur Noël Essomba, chef de service. Donc, pour nous, ça a été, pour cette année, ça a été une année très bien, très agréable. Je pense que ça faisait plus de 10 ans qu'on avait pu organiser ça. Donc, on est plutôt très content de participer à cette famille, de participer à la relève de notre système de soins de santé. Donc, nous n'oublions jamais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour un répatrié, le retour doit être un cadeau pour la communauté, mais il faut laisser à cette communauté le temps de mesurer la valeur. Sur ce, je vous remercie tous. Je pense que je vais passer la main et surtout l'écran à qui veut la prendre. Je pense que ce sera Stéphane. Ouais. Merci encore pour avoir écouté et pour avoir été long. Merci beaucoup, Dr Matanga Machikam, pour cette belle présentation. Pour nous autres, les nouveaux praticiens associés qui venons de commencer nos parcours de consolidation de connaissances en France, nous avons bien besoin d'avoir une expérience des aînés comme vous. Vous avez été formé au Cameroun, vous êtes passé par la Côte d'Ivoire, ensuite la France, avec toute votre famille, et vous avez quand même choisi, au-delà de tout, de rentrer au pays. C'est pour nous dire que c'était possible. Donc, il y a une possibilité de, malgré un parcours difficile, Active ton micro, Stéphane, s'il te plaît. Un truc sur le... Bon, vous m'entendez? C'est bon, je vais juste demander à tous les participants de désactiver micro et vidéo, s'il vous plaît. Merci. C'est bon? Ce que j'ai dit précédemment, ça a quand même été... on m'entendait ou pas? C'est bon, vas-y Stéphane, c'est bon. Oui, donc, bon, je vais donc passer la parole au prochain orateur, le docteur Nkambe Charlotte, qui est professeur cardiologue, pardon, et qui, elle, a choisi de garder une activité mixte, c'est-à-dire un pied en France et un pied au Cameroun. Donc, docteur Charlotte Nkambe, je vous passe la parole. Alors, merci beaucoup. Par contre, j'aimerais que... Ah, voilà. C'est bon, j'ai fait le partage d'écran. C'est bon, Charlotte, vas-y. OK. Alors, je vous remercie et je remercie particulièrement toute cette commission scientifique de m'avoir invitée. C'était à l'arraché, mais après une si belle présentation de ma consoeur gastro-entérologue qui est passée, je ne sais pas ce que je dois dire. Je vais par contre être concise parce que n'oubliez pas que devant des gastralgies, il faut toujours éliminer une part cardiaque. Et après avoir mangé une aussi belle nourriture de celle de notre consoeur, il faudrait un peu d'énergie pour bien digérer et vous aurez besoin du cœur pour ça. Alors, moi, je suis... est-ce que quelqu'un peut faire passer mes diapos ou c'est moi-même qui les fais passer? Charlotte, tu as la main, il faut juste cliquer sur le diaporama, comme je te l'ai dit l'autre jour, et puis tu fais, voilà, ouais. Non, clique sur, commencez par la première diapo, s'il te plaît. Non, et tu dois aller en plein écran. C'est bon. Alors, je suis Dr Nkembe Charlotte Aurélie, je suis cardiologue, praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine, enseignante à l'université de Douala et de Yaoundé, et j'ai une activité de consultation, mais de bilan cardiovasculaire à Douala et à Yaoundé pendant mes séjours au Cameroun. Donc, en ce qui concerne le plan, je serai
beaucoup plus pratique en vous parlant de mon parcours professionnel du Cameroun vers la France et mon Charlotte, tu peux expérience passer en plein écran, s'il te plaît? en plein écran. Oui, passe les diapos en plein écran, s'il te plaît. Alors, comment je fais pour Tu passer cliques où il y a comme si une petite coupe et puis voilà, tu commences par commencer la première des présentations. Pas ça, l'autre, continue, je vois ta souris. Non, l'autre. Exact, voilà, présenter, vas-y. C'est bon. C'est bon, mais moi, je ne vois pas. Voilà, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Tu vois maintenant? Oui. OK, alors c'est bon. Vas-y, là c'est en plein écran. OK, alors j'ai parlé de ma double activité au centre hospitalier de Neuilly et au Cameroun. Et donc, mon expérience professionnelle en France, je parlerai de mon expérience professionnelle au Cameroun, de l'expérience professionnelle à Neuilly-sur-Seine, où je suis praticien hospitalier, les raisons de mon retour au Cameroun, les avantages et contraintes du double exercice France-Cameroun, comment sera l'avenir et des messages pour les jeunes et surtout les messages pour mes étudiants. Voilà, donc... Alors, le parcours professionnel du Cameroun vers la France. Donc, je suis camerounaise, je suis née à Edea. Donc, j'ai eu mon baccalauréat au lycée bilingue de Buea au Cameroun. J'ai passé 6 mois en Guayaquil. Et après les années blanches et tout, j'ai eu un doctorat en médecine à l'université d'Abidjan comme ma consoeur. Je suis arrivée à Paris sur un poste de faisant fonction d'interne à l'hôpital Necker, où je suis arrivée après les problèmes qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Donc, je n'étais pas encore cardiologue. Je suis arrivée comme interne à l'hôpital Necker, envoyée par les professeurs de cardiologie à Abidjan. Parce qu'après mon probatoire, on n'avait pas encore commencé. Alors, j'ai fait 4 semestres de faisant fonction d'interne et il y a une loi qui a permis que je commence assistant associé où j'ai passé 8 semestres à l'APHP. J'ai soutenu mon mémoire en cardiologie en France et il fallait repartir à Abidjan, c'était un peu compliqué. Donc, très tôt, j'ai compris que je voulais enseigner. Donc, pendant que j'étais là, j'ai fait un DEA de recherche clinique, j'ai fait une capacité d'angiologie, j'ai fait plusieurs DU et finalement, j'ai eu l'équivalence en cardiologie en France. Je suis devenue praticien attaché. Et puis, après le concours de praticien hospitalier, je suis devenue praticien hospitalier titulaire à Neuilly-sur-Seine. Alors, en ce qui concerne mon expérience professionnelle au Cameroun, après mes équivalences et mes diplômes en France et en Côte d'Ivoire, il fallait que je fasse les équivalences de tous les diplômes que je n'ai pas obtenus au Cameroun. Donc, ce qui a été fait au ministère de l'Enseignement supérieur, ça a duré 6 ans pour avoir toutes ces équivalences. Et finalement, j'ai déposé mon dossier pour être enseignante à l'université de Douala, puis celle de Yaoundé. Et très vite, j'ai commencé des campagnes de dépistage et de prévention des maladies cardiovasculaires à l'ouest, à Douala, à Edea, à Ngoumou, voilà, et des enseignements post-universitaires des médecins généralistes de Douala. Puis finalement, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé une activité de consultation au centre médical de la cathédrale de Yaoundé, puis au centre médical polyvalent de Bonadi-Boron, sachant que, en fait, je fais des bilans cardiovasculaires, donc je passe 3 heures de temps avec les patients, avec un patient, dont j'ai maximum 3 patients par jour, le jour où je ne fais pas de cours à l'université, où je fais la consultation des examens cardiovasculaires, l'éducation thérapeutique aux patients et à la famille, l'éducation diététique à la famille et aux patients, et le compte rendu complet à la sortie de la consultation.
Alors, à Neuilly, je fais la même chose. Je fais des consultations, je fais des visites en salle, ce que je ne fais pas au Cameroun, parce que je ne suis pas dans une structure hospitalière. Je fais de l'imagerie, cardio, échographie, Doppler, épreuve d'effort, IRM cardiaque, coroscanner, des holters. Je donne des cours aux assistants, aux internes, aux infirmiers. Je fais de la recherche clinique avec des publications. Alors, je vous raconte tout ça parce que dans le cursus de praticien associé, il faudrait déjà très vite savoir ce qu'on fait, ce pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut faire après? Est-ce qu'il faut rentrer? Et avant de rentrer, qu'est-ce qu'on doit avoir comme bagage? Parce que le fait de venir en France n'est pas gage de compétences. Il y a des gens qui ont fait leurs études, des médecins qui ont fait leurs études au Cameroun, qui sont restés au Cameroun, qui sont très compétents. Et il y a des médecins qui sont venus en France et qui sont repartis presque comme ils sont venus. Et pour cela, je vais dire à la fin ce qu'il faudrait éviter, les pièges qu'il faudrait éviter pour pouvoir être beaucoup plus utile au pays, malgré les petites difficultés qu'on peut rencontrer en partant. Et donc, je suis référent de la cardio-gériatrie et référent du labo de sommeil. Alors, les raisons de mon retour au Cameroun, c'était de soigner ma famille, répondre à l'appel à l'époque du chef de l'État en 2013 pour être utile à son pays, faire des campagnes de dépistage que je fais encore à chaque fois que je pars, et faire de la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Actuellement, je fais une recherche au Cameroun avec mes étudiants sur la rigidité artérielle. Ça fait 4 ans qu'on est dessus. Transmettre mon expérience aux jeunes et surtout éduquer la population et former les jeunes médecins. Ça, c'était les raisons de mon retour, qui sont les mêmes raisons que ma consoeur tout à l'heure. Voilà. Et quel est l'avantage du double exercice en France, au Cameroun? Alors, au Cameroun, c'est la fierté d'être utile à mon pays, le transfert des compétences, contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients, tant pour la qualité des soins que pour l'éducation des patients, prendre soin de ma famille, c'est vrai, ma famille, oui, de mon village et de mes amis, reconnaissance de ses pairs. Et comme l'a indiqué ma collègue qui est passée avant, au Cameroun, on se sent plus utile, on se sent chez soi, alors qu'on a beau me dire de belles phrases, mes patients, hein, pas mes collègues, en France et tout, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on est chez soi, est-ce qu'on est vraiment reconnu. Et quand je suis au Cameroun, les quelques semaines que je passe au Cameroun, je suis très fière, très contente de savoir que j'apporte quelque chose. Ce n'est pas facile, mais il faut oser et il faut le faire. Et en plus, ça me permet aussi de préparer mon retour définitif. Alors, ma collègue le disait avant, elle dit, il faut faire son réseau quand on rentre. Et on est parti, il n'y a plus les mêmes routes, on n'a plus les mêmes voisins, on n'a plus. Et dans notre métier, c'est pareil aussi. Donc, il faut préparer ce retour. Et je pense que depuis longtemps, ce que je fais me permet de préparer aussi mon retour en étant enseignante à l'université, en faisant ces campagnes que je fais et en faisant ces bilans cardiovasculaires. Alors, les contraintes du double exercice, il y en a beaucoup. Donc, c'est les contraintes familiales en France. Hein. Les contraintes familiales, je suis très souvent absente. Vous ne m'entendez pas? C'est bon, Charlotte, tu peux continuer. Vous ne m'entendez pas? C'est bon, Charlotte, tu peux continuer. D'accord. Donc,
les contraintes familiales, les absences où je passe, en fait, je prends mes vacances et je ne suis pas vraiment en vacances quand je vais au Cameroun. Les difficultés d'intégration au Cameroun, ces difficultés sont nombreuses. Mais je pense que les médecins qui ont d'abord fait leurs études de médecine au Cameroun et qui viennent par après acquérir des compétences pour rentrer, ils ont beaucoup plus de chances d'être intégrés plus facilement que moi qui suis partie après le baccalauréat. Donc, c'est un peu difficile, mais c'est ça. Alors, il y a aussi des difficultés financières parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On travaille, on a des vacations à l'université qui ne sont pas payées et tout, mais je suis très contente de voir souvent mes étudiants me dire merci et de savoir que j'ai apporté quelque chose avec les travaux pratiques que je leur fais. Alors, les perspectives d'avenir au Cameroun. Elle a tout dit tout à l'heure, voilà, donc à la limite, j'allais reprendre ce qu'elle a dit pour le dire. Les perspectives, j'ai retenu encore 3 ou 4 parce qu'il fallait, et elle avait tout dit. Donc, il faut promulguer une meilleure formation, encourager l'approfondissement des connaissances. Alors, moi, je demande à vous tous qui m'écoutez, qui êtes au Cameroun, qui êtes au Mali pour la formation, qui êtes en Côte d'Ivoire, cherchez à approfondir vos connaissances. Cherchez à faire des concours dans les ambassades. Cherchez à faire des concours, pas seulement pour la France, mais peut-être pour les autres pays, pour aller acquérir de la connaissance. Comme elle le disait tout à l'heure, on ne peut pas tous faire la même chose, mais il faudrait que dans ce que nous faisons, que nous soyons bons. Ne rentrons pas dans cette facilité où il y a des médecins qui viennent en France et qui repartent sans avoir vraiment percé dans ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'une fois arrivé au Cameroun, c'est gage de frustration, c'est gage de beaucoup de problèmes parce qu'on se rend compte que ce pourquoi on est parti, on n'est pas vraiment efficace dans ce qu'on fait. Et ma collègue a dit tout à l'heure qu'elle se réveille très tôt le matin, elle est contente d'aller travailler, elle est contente d'avoir fait quelque chose, mais parce qu'à un moment donné, je pense, je ne peux pas la juger, mais je pense qu'elle parle tellement aisément parce qu'elle a acquis des compétences qui font qu'elle est fière, elle est sûre d'elle et elle transmet facilement aux autres. Donc, il faudrait qu'on propose des formations continues pour non seulement nous qui venons ici et qui repartons sur place, qu'on soit utile. Donc, prioriser aussi l'éducation de la population. On a un problème au Cameroun et rassurez-vous, on n'est pas les seuls parce que même l'éducation thérapeutique, ça fait une vingtaine d'années dans les pays occidentaux, on s'est rendu compte qu'il faut éduquer les patients. Et nous devons penser à éduquer la population. Et pour éduquer la population, il faut savoir de quoi nous parlons. Et les perspectives d'avenir, c'est aussi encourager une meilleure intégration de la diaspora. Mais ça, c'est un long livre où on ne pourra pas, voilà, ça ne va pas se faire comme ça. On se bat tous les jours et les choses sont en train de s'améliorer. Alors, le message aux jeunes médecins, comme je disais encore tout à l'heure, le vrai message, alors mon expérience, quand je suis arrivée en France, j'étais à l'hôpital Necker, j'étais interne. Ça a été très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que quand j'arrive, je n'étais vraiment pas à la hauteur. Et ça m'a appris quelque chose parce qu'il faudrait être humble. Mon chef de service, d'ailleurs, quand je vais partir de Necker pour Pompidou, en cardiologie adulte, il dira le mot qu'il a fait. Et ça, je voudrais que mes étudiants et vous, les jeunes, que vous le gardiez en tête. Il dira, comme toute Africaine, elle a des lacunes, mais elle est
très persévérante. Je prenais des gardes accompagnés, j'étais toujours à l'hôpital, j'essayais, les insultes, mes incompétences, on m'en parlait tout le temps. Et d'ailleurs, le jour où je soutiens, mon chef qui m'avait reçu à l'époque était membre du jury et il dira, le professeur Desnos, il dira, je l'ai vue arriver, je suis très, très, très fière d'elle. Et il faut savoir que quand on arrive, on a beau être médecin, on a beau avoir une bonne formation, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et avoir cette humilité de se dire, j'accepte les remarques qu'on me fait, négatives soient-elles, j'accepte parce que j'ai un objectif. Quand je suis arrivée, j'étais à Pompidou parce que je n'avais pas les connaissances qu'il fallait. Donc, je me suis dit, pour essayer d'aller plus vite, je donnais des cours aux externes. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, comme je donnais des cours aux externes, il y avait un Camerounais, un jeune Camerounais, qui doit peut-être être parmi les médecins, parce que j'ai oublié son nom. C'est la vieillesse aussi, hein, je vieillis. Donc, il doit être certainement parmi les médecins étrangers en France. S'il m'écoute, j'aurais besoin de ses nouvelles. Alors, il était à l'hôpital Pompidou en tant qu'externe. Et moi, quand je faisais cours, et un jour, il me dit, est-ce que je peux venir au cours des internes? Ben, je dis, pourquoi tu viendras au cours des internes? Il me dit, et il m'explique que c'est parce qu'il venait de la Russie, il était déjà médecin, mais pour s'intégrer en France, il était obligé de se faire passer pour un externe, alors qu'il était déjà médecin. C'était incroyable. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'il est un grand parce qu'il partira de Pompidou pour avoir un poste de FFI quelque part, je ne sais où. Mais le temps qu'il a passé à Pompidou lui a permis de voir dans tous les services, de rattraper les petites frustrations qu'il aurait pu avoir et tout. Et donc, à ce moment, j'insiste encore sur le fait que quand on arrive de savoir ce qu'on veut, j'encadre les DFMS de Yaoundé et qui arrivent, les problèmes sont énormes. Les problèmes sont énormes par rapport à l'intégration dans les services, par rapport à l'injustice qu'ils vivent. Et tous ceux qui se sont battus, qui ont accepté, sont allés très loin. Tous ceux qui se sont arrêtés à se dire pourquoi on m'insulte alors que je suis médecin, pourquoi on m'accepte pas, on ne veut pas que j'évolue, alors j'arrête tout. On rentre comme ça, comme on est venu. Et donc, avoir des objectifs précis et ces objectifs de partage, de savoir qu'on doit rentrer pour former aussi, de rester le temps qu'il faut. Ma collègue disait tout à l'heure qu'elle a dit qu'elle reviendrait peut-être. On peut rentrer et revenir. Ou faire comme moi, avoir une double activité, aller au Cameroun et revenir travailler. Donc, penser au retour ponctuel ou définitif au Cameroun, ne pas se décourager de l'accueil au Cameroun. Quand on arrive au Cameroun, il ne faut pas se décourager de l'accueil. Alors, ma diapo, si ça accepte passer. Achille, est-ce que tu peux passer ma diapo, la suivante? Tu as des difficultés? Oui, est-ce que tu peux passer la suivante? Tu es à quelle diapo là, s'il te plaît? Et clique juste suivant. Je suis au message, le message aux jeunes médecins camerounais. D'accord. Et clique suivant, ça ne passe pas? La flèche. Ah. Voilà. Ah, d'accord. Avant? Non, je voudrais celle au-dessus, c'est aller plus vite. Non, fais en arrière, il n'y a pas de souci. La flèche en arrière. Attends. Alors, Oui, mets en plein écran et tu avances. Comme la dernière fois. ouais. OK. Donc là, c'était le message. Donc, en plein écran, là. Non, pas ça. Continue. Non. Non.
Non, 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 non. Repars en haut là. Plus haut, plus En haut. haut, ici? Oui. Non, continue. Non. Sur la même ligne. Sur la même ligne. Oui, Non, l'autre. attends, parce que j'ai l'image qui est là. Oui, OK. Là, Non, là, pas là. ça. Non, non. Oui, là. Là, oui. Oui. Voilà. Clique sur ça. Oui, mais c'est Et revenu au continue. début. Oui, avance juste jusqu'au où tu veux. Avance juste jusqu'à la diapo qui te sert. Avance, avance. Avance tout doucement. Avance. Avance. Alors, les jeunes, Avance. venez massivement vous Voilà, c'est ça. former. Voilà, C'est ça que venez tu voulais, non? massivement vous former, n'ayez pas peur. Allez faire des concours dans les ambassades partout. Venez massivement vous former. On a besoin des compétences. Alors, j'ai oublié quelque chose. Moi, il y a plusieurs années, quand je suis arrivée en France, on voyait des petits Chinois, excusez-moi, hein, dans le service. Ils venaient, ils avaient des objectifs. On les envoyait pour savoir comment il faut faire pour la coro, pour les soucis et tout. Ça a été dénoncé d'ailleurs en France. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils ne viennent plus pas parce qu'on ne veut pas d'eux, mais c'est parce qu'ils sont rentrés, ils avaient des objectifs précis. Et ayez des objectifs précis. Donc là, c'est une de mes activités au Cameroun. Hein. Donc là, je forme les étudiants, enfin les médecins généralistes. Hein. Là, c'est mon activité au centre. Là, c'est comment on appelle quand je faisais les campagnes de sensibilisation. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Et ça, c'est mes étudiants à Yaoundé. S'il y en a qui se reconnaissent, je dis bravo encore et merci. Merci pour toutes ces attentions. Merci pour tout. Et vous êtes l'avenir de demain. Soyez compétents. Faites ce que vous voulez faire, mais avec beaucoup de compétences. Et revenez au Cameroun pour essayer de transmettre. Eh bien, je vous remercie. J'attends vos questions s'il y en a. Merci. Achille, j'ai fini. Hein? Oh oui, c'est pas moi le modérateur. Le modérateur doit prendre la main. Stéphane. Stéphane, tu actives ton micro et tu reprends la main, s'il te plaît. Merci Charlotte pour cette très belle présentation. Stéphane, je ne sais pas où il est. C'est lui le modérateur en principe. Voilà. Oui, merci beaucoup. Les questions, ce sera à la fin. Merci beaucoup, beaucoup. Docteur Charlotte, pour cet enseignement. C'est vraiment une très, très belle présentation. Nous avons beaucoup appris de cette très belle présentation, Docteur Charlotte, et nous avons retenu le message. Je vais sans tarder passer la parole, pardon, au prochain orateur, le Docteur Ayabakem, s'il est connecté, Achille. Sinon, on va passer à… Alors, François, si tu nous écoutes, tu m'as dit que tu voulais passer en dernier pour des problèmes de logistique. Si tu nous écoutes, François, tu peux te prononcer, s'il te plaît. François Yabakan, s'il te plaît, si tu nous écoutes, si tu es déjà là. Sinon, ce que je peux proposer en attendant la connexion de François, c'est qu'on prend déjà les premières questions des deux oratrices, on va dire, c'est-à-dire Olga et Aurélie Charlotte. En attendant, si François va nous rejoindre, et on passera son topo après. Donc, Stéphane, ce que je peux te proposer en attendant François, c'est que tu passes déjà à la discussion pour les deux premiers topos et puis on verra quoi. Voilà, merci. Personne qui a levé la main. Je profite de l'occasion pour remercier déjà nos orateurs. Donc, je suis le docteur Alain Jounda, je suis membre de Medcam France et je fais partie du comité scientifique. Je suis tout à fait content que cette deuxième soirée ait pu quand même regrouper beaucoup de nos confrères camerounais. Ça veut dire l'intérêt que nous avons pour la coopération entre nos différentes terres d'accueil.
et notre terre natale. Donc, je remercie tout particulièrement Dr Olga et Dr Aurélie Charlotte Aurélie qui ont bien voulu montrer le Woman Power. Et je suis tout à fait content que nous faisions cette réunion juste après la journée internationale des droits de la femme qui sont à l'honneur. Il ne faut pas oublier que vous êtes une force dont nous avons besoin au quotidien. Et nous comptons sur vous pour continuer à mener vraiment ces activités dont nous avons besoin. Donc, il y aura donc des questions qui ont été posées via la chat. C'est moi qui m'en occupe. J'ai signalé le mail de l'association qui a été créée pour aider les confrères qui ont besoin de questions, qui ont besoin d'avoir des informations, des questions au sujet des partenariats, au sujet des stages. Il faut savoir que les règles pour faire des stages en France ont changé récemment. Et nous sommes là pour faire un trait d'union entre ceux qui ont besoin d'informations au Cameroun et ceux qui ont besoin d'informations en France et vice-versa. C'est pour ça que les associations ont une importance fondamentale, parce que pour tous les confrères qui ont besoin de rentrer, au Cameroun, il faut bien sûr prendre contact avec les associations qui sont sur place, qui peuvent aussi leur donner des informations cruciales pour le retour, parce qu'on a vu rentrer au Cameroun, ce n'est pas si simple que ça. Il faut bien sûr se préparer, il faut être prêt, il faut s'armer, il faut avoir aussi des gens qui sont là pour accompagner. Ce que nous essayons de faire aussi ici en France, c'est la même chose. Et nous souhaitons que quand nous allons au Cameroun, il y ait aussi des associations sur place qui soient en mesure de nous accompagner pour nous donner donc comme ça des coups de main. Donc, je prendrai donc deux questions qui ont été posées dans la chat. La première question, c'était pour Dr Olga. C'était le KT. Qu'est-ce que ça veut dire le KT? Et puis la deuxième question, c'était pour Dr Charlotte Aurélie. Facilitez-vous la mobilité de vos étudiants camerounais vers la France? Il y a Dr Dada Messi qui avait levé la main avant, j'ai vu le Dr John, je crois. Donc, je souhaiterais que toutes les personnes qui vont poser des questions se présentent. Comme ça pourra permettre de savoir qui est l'interlocuteur et de pouvoir répondre de façon la plus appropriée possible. Je vous remercie. Merci Alain. Stéphane, tu reprends la main pour organiser tout ça, s'il te plaît. Merci Alain. Alain. Je sais pas, on a déjà la parole? Oui, on va vous donner la parole, Monsieur John. Je remercie Alain pour son intervention. Effectivement, on vous donne la parole. John, vous avez la parole. Alors, bonsoir tout le monde et merci à Medcam qui a bien voulu nous rassembler ce soir. Je suis docteur Eye Ngouajan Junior, je suis médecin généraliste, j'officie au Cameroun depuis à peu près 3 ans. Et voilà, je fais d'autres activités extra, telles que les art-thérapies. J'ai créé une association dessus. Je suis membre de Medcamer. Donc, dans au niveau de la direction de la commission administrative de Medcamer. Je suis aussi membre du Remedic, qui est le réseau des médecins de district, dont j'ai dirigé la première branche, la branche jeune, dont je suis actuellement le secrétaire général adjoint. Je suis membre de la Société africaine de futurs neurochirurgiens. Donc voilà, je milite un peu dans plusieurs associations. Alors, j'ai terminé mes études, ça fait à peu près 3 ans aussi. Évidemment, je crois que vous savez à peu près quelle est la conjoncture qui règne actuellement. Pour être honnête, je n'ai jamais voulu quitter mon pays. Mais je crois que la conjoncture actuelle nous y oblige. Et ceci m'amène à poser quelques questions. La première, c'est que je constate qu'il y a un parallélisme de forme, c'est-à-dire les aînés qui nous font la présentation ce soir, je ne sais pas s'ils sont vraiment au courant des évolutions de ce qui se passe. Donc, la première question que j'ai à poser, c'est au professeur. C'est-à-dire, elle est enseignante. Et quand elle voit, aujourd'hui, en 2013, l'État a fait la nationalisation du papier de médecine. On est passé à peu près à 8 facultés. Et en moins de 7 ans aujourd'hui, nous sommes à 11 facultés de médecine. Et
depuis 2019, l'État ne prend plus les médecins qu'il forme, on les laisse en pâture. Et selon les statistiques de l'INSEA, l'Institut national de la statistique ici, on voit que le privé chez nous, c'est moins de 15% de résorption de la masse des médecins qui sortent. Et l'État, jusqu'ici, résorbait à peu près les 80%. Donc, ceci laissait un peu le temps à nos confrères du privé et à ceux qui rentraient même de pouvoir avoir une place. Maintenant, aujourd'hui, on a cette saturation. Et maintenant qu'on est passé à plus de 10 facultés, ça veut dire que chaque année, on a à peu près 3 000, 4 000 personnes qui vont se retrouver avec les confrères de l'extérieur. Quand elle observe ça, je ne sais pas, le conseil qu'elle donnerait serait lequel? Parce que là, on n'a aucune projection. On a des gens qui veulent revenir, on a des gens qui n'ont pas déjà de place. Comment ça se passera? Ça, c'est la première question. La deuxième question aussi, c'est que de plus en plus, il faut s'attendre à l'afflux extérieur de nos confrères. Alors, depuis 2020, je puis vous dire qu'on a à peu près 35 à 40% de nos confrères qui sont partis de ma génération. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un accompagnement à votre niveau, tel que j'ai vu un peu avec les confrères du Maghreb, qui ont vraiment tout un réseau organisé et qui permet aux confrères de pouvoir passer à travers une passerelle qui n'est pas toujours aussi uniforme, mais qui les permet de pouvoir intégrer plus facilement ce côté extérieur. Donc, la troisième question, comment, avec la conjoncture actuelle, vous allez encourager les gens à partir se former et rentrer? Parce que je puis vous assurer qu'actuellement, il y a des confrères qui reviennent, qui s'installent, voilà, qui payent des gardes aux confrères 5 000 à 3 000. J'en ai eu. En tant que président des associations, j'en ai eu souvent des plaintes très récurremment, de façon récurrente. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une sorte de consensus qui se met en place pour qu'on puisse vraiment se mettre à l'abri de tout ça? La quatrième question, c'est par rapport aux EVC. J'ai suivi votre vidéo que vous avez faite l'année passée sur le cursus, c'est-à-dire maintenant qu'on peut composer les EVC en étant en externe. Est-ce qu'on est toujours obligé de voyager ou bien ça se passe dans les ambassades? Est-ce qu'à votre niveau, il y a peut-être, je ne sais pas, un groupe, une méthodologie d'accompagnement pour les confrères qui sont sur place? Parce que j'ai vu dans vos statistiques, on avait à peu près 116 Camerounais, alors qu'au Maghreb, on avait à peu près des centaines de personnes qui composaient les EVC en France. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, certainement, ça va augmenter. Est-ce que c'est un manque d'accompagnement? Si oui, qu'est-ce que vous proposez à votre niveau? Bon, je m'arrête là. Merci. OK, merci, Monsieur John, cher confrère, pour votre intervention et pour vos différentes questions et pour l'intérêt que vous portez aux activités de notre association. Je vais donner la parole, on va répondre à vos questions. Je vais donner la parole à nos différents orateurs. Je commencerai par le docteur Matanga Machekam, juste pour répondre pour le KT dans l'intervention de Alain. Il avait déjà noté ces questions avant que John ne prenne la parole. Donc, docteur Matanga, une réponse Oui. sur le KT, s'il te plaît. Merci. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux avoir les questions? Malheureusement, j'ai été coupée au moment où les questions commençaient. Au sujet du KT, il y a un intervenant qui a posé la question de quoi est-ce qu'il s'agit, le KT? Je réponds ou je prends toutes les questions qui me sont adressées? Je crois que oui, tu peux répondre en même temps pour le KT et les autres. Non, je crois que c'est la seule question qui t'est adressée pour le moment, sauf si je n'ai pas tout noté. D'accord, merci. Je pense que je dois m'excuser d'avoir utilisé l'abréviation. Le KT, comment je vais dire ça? C'est une abréviation
que les hépatogastroentérologues utilisent pour parler des explorations du pancréas et des voies biliaires. Donc, c'est le cathétérisme, c'est la CPRE en fait, et toutes les possibilités qu'il y a derrière. Donc, c'est le cathétérisme de la voie biliaire qui permet d'explorer, c'est l'ensemble des activités endoscopiques qui permettent d'explorer le pancréas, les voies biliaires. C'est à travers cette technique qu'on est capable de retirer des lithiases dans les voies biliaires sans passer par la chirurgie ou bien la chirurgie endoscopique, de la pose des stents s'il y a des tumeurs, des dérivations endoscopiques sans passer par la chirurgie. Donc, c'est toute cette technologie-là qui relève de l'endoscopie niveau 3. Très bien, merci docteur. Donc, on a bien compris que le KT, oui, c'était cette fameuse CPRE qui est la cholangiographie, la cholangiographie Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Endoscopique, c'est ça. Voilà, merci pour cette réponse. Ensuite, je passerai la parole au docteur Nkembe Charlotte, notre brillante cardiologue. Déjà pour répondre à la question sur la facilitation est-ce que, d'après ce que j'ai entendu, est-ce que vous facilitez le voyage pour les étudiants, pour vos étudiants que vous formez au Cameroun, à aller à l'étranger pour des formations éventuelles, en France en particulier. Ensuite, il y a plusieurs autres questions qui vous ont été adressées concernant les conseils à donner, la gestion du flux au Cameroun. Et voilà, est-ce que vous encouragez vos étudiants, les gens, vu la conjoncture actuelle? Donc voilà, je vous passe la parole, docteur. Alors, merci beaucoup parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le docteur John, si je peux l'appeler comme ça, qui était en train de poser beaucoup de problématiques, en fait, que ma simple personne ne peut pas résoudre. En ce qui concerne le flux des étudiants en médecine au Cameroun, c'est une histoire un peu trop compliquée. L'ubérisation, et je dis bien ubérisation, de la formation médicale au Cameroun n'a pas d'égal dans toute la sous-région et même en Afrique subsaharienne, où on se retrouve avec des médecins, effectivement. Quand il parlait de 3 000 francs pour les gardes, j'ai des étudiants qui sont à 2 500 francs. Il est évident que si on a beaucoup de médecins qui sortent, il est très difficile de les gérer, même l'État, c'est très, très difficile de gérer. Alors, on se demande pourquoi tant de facultés de médecine. C'est comme faire des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de je ne sais pas quoi à certaines régions. Mais c'est pas, mon propos aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails pour essayer de résoudre ce problème. On va rencontrer encore davantage des problèmes par rapport à cette ubérisation de formation. Le plus difficile, ce n'est pas le fait de faire sortir les médecins. Le plus difficile, c'est qu'au niveau de la formation, comme il y a beaucoup d'universités, on n'a pas beaucoup d'encadreurs, on n'a pas beaucoup de médecins, ou on n'a pas beaucoup de formateurs dans les universités. Ça, c'est une réalité. Encore une fois, c'est un débat très politique. Je ne fais pas la politique, je ne voudrais pas rentrer dedans. En ce qui concerne le fait de faciliter la mobilité de mes étudiants, vous vous doutez bien, et ça, je ne veux pas m'en vanter, vous vous doutez bien que après des séjours dans beaucoup d'hôpitaux à Paris, la PHP, où j'ai gardé de très bonnes relations avec mes chefs de service, ce n'est aucun problème pour moi de trouver des postes. Docteur Dadamessi, avec qui je discute souvent par rapport
et je pense qu'il est connecté par rapport à mes étudiants qui ne font même pas la cardiologie, mes étudiants qui viennent faire DFMS et tout, il en sait quelque chose. Cependant, pour pouvoir faciliter l'arrivée de mes patients, de mes étudiants, la mobilité de mes étudiants, il faut que j'ai une responsabilité. Je pense qu'il y a certains parmi vous qui sont mes étudiants et qui m'écoutent, qui connaissent surtout à Douala les difficultés que j'ai à Douala de pouvoir même venir faire des cours. Mes étudiants à Douala, je leur fais des cours le samedi, dimanche, les TPTD, je suis la seule à les faire. Je viens avec mon appareil d'électrocardiogramme, mon appareil d'écho, on fait les échographies en salle, dans un amphi. Voilà, donc c'est très compliqué, très, très compliqué. Si vous voulez comparer à la facilitation des Maghrébins, tout est compris dedans. Ça veut dire que quand quelqu'un doit partir d'Algérie pour venir en France, il n'y a pas que le chef de service qui est d'accord. Il y a l'administration qui facilite aussi les choses. À partir du moment où il y a un Algérien ou un Tunisien qui est sur place qui dit « j'ai trouvé un poste », les choses vont d'elles-mêmes. Ça veut dire que tout est facilité au niveau de l'administration. À partir du moment où il y a un poste et tout est facilité. Au Cameroun, tout est bloqué, tout est bloqué. Mes étudiants qui arrivent ici, ne me faites pas parler s'il vous plaît. Les Camerounais qui arrivent ici en DFMS arrivent toujours avec du retard parce qu'au service, on n'a pas vite signé le papier et tout. Les étudiants qui viennent de Côte d'Ivoire sont là depuis 1 mois. Les Camerounais arrivent toujours avec 1 mois de retard. C'est compliqué le Cameroun. C'est très compliqué. Je reste ouverte. Je fais partie du forum qui a été ouvert pour aider les étudiants. Je reste ouverte. Presque tous mes étudiants ont mon contact, ne serait-ce que leur délégué. J'ai toujours donné mon contact aux étudiants. S'ils ont besoin de moi, ils savent comment m'avoir, mais je n'ai pas la responsabilité pour pouvoir faciliter l'arrivée des gens, mais je suis sur place, je peux le faire. Pour terminer, il y a 3 mois, je suis allée en Israël, je suis allée à l'hôpital à Tel Aviv demander comment on peut faire pour faire la formation des Camerounais sur place. Vous savez ce qu'on m'a dit au Cameroun? Je ne vais pas vous le répéter. Je ne vais pas le répéter, ce qu'on m'a dit au Cameroun. L'hôpital Vision Web à Tel Aviv dit, nous, on voudrait juste qu'il y ait l'administration qui soit au courant. Les étudiants viennent, ils passent 6 mois, 1 an, ils repartent. Voilà, on les forme, ils repartent. Je ne vais pas vous donner la réponse qu'on m'a donnée, mais ça va se faire, puisqu'ils m'ont dit qu'on va faire autrement, mais ça va se faire. Il y aura un peu de lenteur, mais ça va se faire. J'ai gardé les coordonnées, ça va se faire. Je reste ouverte. Tous ceux qui sont connectés et qui ont besoin d'aide, que je peux faire, il n'y a pas de souci, je le fais, je l'ai toujours fait. Je suis désolée de ne pas vous apporter des réponses concrètes et des réponses. Battez-vous et quand vous êtes sur place, on va toujours vous trouver. Dadamissi le sait, docteur Dadamissi, lui et moi, on est toujours en train de se battre pour pouvoir trouver quand un étudiant a des problèmes quelque part, l'enlever de là pour l'amener ailleurs et tout. Il le sait. Donc, vous pouvez compter sur moi, mais au Cameroun, je n'ai pas la main. Je suis désolée, au Cameroun, je n'ai pas la main. Dans les listes de vacations, on enlève mon nom, on le remet, on enlève, je fais les cours le dimanche, le samedi. Donc, voilà, je suis désolée, vraiment. Mais je reste ouverte, je peux aider quand il faut, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi et ne vous découragez pas. On arrive toujours à quelque chose. Merci, docteur Djembe. Merci beaucoup. Nous ne pouvons que vous en remercier pour votre disponibilité, pour tout ce que vous faites déjà. Vous faites beaucoup de choses en même temps pour le Cameroun et pour la France et particulièrement pour le Cameroun. Je peux que vous remercier pour ça. Je pense que les problèmes du Cameroun sont connus et les problèmes du Cameroun, avec un grand C, sont à la fois liés au Cameroun lui-même et aux Camerounais. Nous le savons tous. Donc, il faut dire que
les travaux que nous menons là, sous le couvert de l'Association des professionnels de santé camerounais en France, c'est dans le but de pouvoir rassembler, c'est dans le but de pouvoir échanger, et de construire quelque chose de solide, quelque chose de fort, qui peut accompagner à la fois les médecins qui sont déjà sur place, les médecins sont au Cameroun et qui y sont de façon définitive, ceux qui y sont et qui veulent venir en France ou ailleurs. Donc, les travaux que nous menons, c'est aussi par rapport à tout cela. Donc, on a besoin de tout le monde, que tout le monde mette la main pour qu'on puisse y arriver. Si on veut comparer les travaux de la communauté camerounaise par rapport à la communauté tunisienne ou autre, on voit très bien qu'on est à la traîne. Et si on reste à la traîne, c'est parce que certains ne s'y mettent pas à 100%. Et pour répondre à la question, est-ce que les gens, les uns et les autres, Achille, peuvent éteindre le micro, s'il vous plaît? Pour répondre à la question concernant la méthodologie d'accompagnement pour les épreuves de vérification de connaissances. L'acte 1 qui avait été fait en janvier, on l'avait dit qu'il était possible de postuler étant hors de la France pour les EVC. C'est-à-dire qu'on est en dehors de la France, on peut postuler par le lien du CNG. Mais pour composer, il faut être sur place. Tout le monde doit se retrouver en France pour composer les épreuves de vérification de connaissances. Et justement, j'en connais qui ont été bloqués au Cameroun parce qu'ils ont été acceptés, ils ont eu l'autorisation de venir composer, mais l'ambassade à la traîne n'ont jamais délivré le visa, contrairement à d'autres pays. Donc, les problèmes sont connus. Les méthodes d'accompagnement, on fait ce qu'on peut. Il y a le mail qui a été partagé et le site également. Le mail du stagiaire associé a été partagé et je pense qu'on a déjà reçu pas mal de messages en rapport avec cela. Il y a également un groupe WhatsApp qui a été créé par rapport à l'accompagnement. On fait ce qu'on peut et on a besoin des uns et des autres, même ceux qui ne sont pas en France, même si on est médecin en Israël ou n'importe où, on a besoin de la volonté de tout le monde pour pouvoir construire quelque chose de solide et quelque chose de fort pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui ont levé la main. Donc, je ne sais pas si le docteur Ayabakan, pardon, est déjà, si c'est possible pour sa présentation déjà ou pas. Sinon, on continue avec les séries de questions. Continue, je te fais signe quand c'est bon. OK. Donc, bon, il n'y a plus de... Je vois personne qui lève la main. Mais moi, justement, je voudrais profiter encore, vu qu'il n'y a pas de questions parmi les personnes qui sont connectées. Donc, je voudrais préciser qu'en effet, notre association est là pour échanger, pour faire ce genre de réunion, pour qu'on puisse un jour arriver au même niveau que les collègues maghrébins. Il faut quand même savoir qu'ils ont une histoire différente de la nôtre, avec des équivalences de diplômes différentes des nôtres. Donc, actuellement, ce qu'on doit faire, c'est déjà améliorer la formation médicale au Cameroun. Ceci passe par un échange avec des collègues de la diaspora qui viennent sur place enseigner. Ceci passe aussi par les collègues stagiaires, par exemple, qui peuvent venir en France, même si j'ai signalé tout à l'heure que ça devient de plus en plus compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est certainement passer par les EVC, donc les épreuves de vérification de connaissances qui, d'après les informations que nous avons, seront au mois d'octobre. Pour s'y préparer, il y a des confrères qui ont déjà passé les EVC comme le docteur Stéphane Satsinkou, qui est notre modérateur ce soir, et bien d'autres collègues qui sont connectés. Il y a des groupes WhatsApp, il y a des livres, des bouquins qui peuvent être conseillés. Donc, notre but, comme je disais dans la première partie de l'intervention, c'est d'orienter les confrères vers les solutions les plus adaptées pour qu'ils puissent s'intégrer de façon, on va dire, plus précise s'ils arrivent en France. Donc, une association comme la nôtre, certainement peut changer les choses en faisant des courriers
Ça a été notamment le cas avec l'inscription, les dossiers d'inscription à l'ordre au Cameroun avec notamment certaines facilitations. Donc, on peut se dire, comme il y a des problèmes bureaucratiques avec l'obtention des visas et aussi avec l'obtention d'autorisation de travail, parce qu'il ne faut pas oublier que avant de prendre votre visa, de faire l'entretien à l'ambassade au Cameroun, si vous étiez stagiaire, il faudrait avoir une autorisation de travail pour ceux qui étaient du stagiaire associé. Mais en tout cas, ceux qui passent les EVC, ils ont une autorisation d'office, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très important de se mouvoir comme association parce que comme groupe, justement, on peut essayer de baisser ces barrières avec le dialogue, avec des courriers, avec des séances de travail pour pouvoir justement permettre aux collègues qui ont préparé le VC de ne pas se voir refuser un visa après avoir peut-être étudié pendant 1 an, 6 mois ou bien plus, parce que pour faire ces EVC, il faut quand même une préparation qui est assez longue. Donc, notre association est là. Nous ne sommes rien sans vous et nous avons besoin justement de vous pour continuer d'avancer, d'avoir des projets de collaboration. Ceci pour améliorer les échanges entre la France et le Cameroun. Voilà, j'ai vu qu'il y a plein de mains qui se sont levées. Je n'ai pas d'autres questions dans la donc je laisserai donc à Stéphane de modérer. J'ai vu qu'il y a 3 mains qui sont levées et je vous remercie. Et il y avait le docteur Dadamessi qui avait levé la main, donc je ne la vois plus. Je vais donner la parole à Clémence Matchim. Vous avez la parole. Clémence. En fait, tu peux passer après à Innocenti. C'est moi qui avais baissé la main parce que pendant les topos, je ne voulais pas que les mains soient levées. Voilà. OK, d'accord. Clémence. Oui, bonsoir. Bonsoir, Clémence. OK. Je vous remercie déjà pour l'initiative. C'est la première fois que j'y participe et c'est très encourageant. J'ai une question, c'est une question un peu pratique par rapport à... C'est pour ceux qui sont sur le Merci de vous territoire français. présenter, s'il vous plaît. Merci. Pardon? Merci de vous présenter, s'il vous plaît, avant de... Ah, je suis Clémence Mathieu, médecin pédiatre, stagiaire associé sur la France. OK, Clémence. Je crois qu'on se connaît, Stéphane. Du coup, là, ma question, c'était par rapport au statut de stagiaire associé et la situation actuelle sur le territoire. Pour ceux qui ont fini leurs 2 ans, parce que c'est une boucle de 2 ans qui est offerte, et à la fin, officiellement, on devrait regagner nos pays si on n'est pas intégré sur le territoire. Et là, comme les EVC ne sont pas encore fixés, on n'a pas les dates officielles des prochaines évaluations. J'aimerais savoir si il y a une alternative qui est proposée par le CNG, qui n'est pas connue de tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de se faire reconduire? Il y aurait un article ou une loi qui pourrait permettre à ceux qui sont sur place, qui voudraient attendre les prochaines dates de VC, d'être reconduites au niveau de leur contrat, être intégrés en tant qu'FFI, en attendant de faire les EVC prochaines. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées actuellement ou pas? C'était ma question. Je ne sais pas si j'ai été claire ou pas. Vous avez été très clair, chers collègues. Merci voilà, de l'intérêt et pour la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre thème porte sur les perspectives du praticien associé en France. Hein. C'est notre deuxième symposium. Le symposium que nous avons eu à faire en janvier portait essentiellement sur les EVC. D'accord. OK. Mais on peut répondre à cette question. Effectivement, je crois qu'il y a une loi, il y a un texte qui est sorti qui disait que les stagiaires associés qui actuellement ont fini leurs 2 ans de stage, ils pouvaient avoir une nouvelle convention avec l'hôpital avec lequel ils ont fini le dernier semestre pour les 2 ans. D'accord. OK. Voilà, de continuer leur stage jusqu'à la composition des prochaines épreuves de vérification des connaissances fondamentales. OK.
Est-ce que Mais ce serait possible d'avoir contact, d'avoir le lien, d'avoir l'article? Parce que moi, je le cherche, on n'arrive pas à le trouver. Et mon administration, elle est un peu tendue parce qu'elle a besoin de preuves. alors, le problème, il y a plusieurs stagiaires associés qui sont confrontés à ce point parce qu'il y a le texte. Après, il y a la Oui, volonté de l'administration. Ce n'est pas parce qu'il y a le texte que forcément on va vous accepter. Donc, il faut déjà il faut peut-être qu'il trouve un prétexte. Il y a le texte et aussi la volonté de l'administration. Mais sinon, on a le lien, on a le mail du stagiaire associé qui a été créé. Je pense que oui, oui, le groupe WhatsApp et le d'accord. mail aussi, on va vous envoyer le statut. Je vais vous envoyer le statut. Merci. Docteur Innocenti, s'il nous écoute, il a la parole. Oui, allô? Bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais. Je vais être pas de long parce que il y a docteur Amo qui doit être en ligne qui va après me dire que j'ai trop parlé. Donc, je vais être très court. Juste sur le dernier point. Alors, j'aimerais aller voir le texte parce que j'ai cru comprendre que c'est très strict actuellement. Quand on a passé 2 ans et qu'on veut postuler en attendant de savoir comment ça tourne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai eu un Camerounais qui avait un très beau dossier, qui m'a appelé et je lui ai dit oui, parce que tout de suite, sur papier, son dossier était très bon. Et malheureusement, toutes les administrations maintenant sont tenues, avant de donner un contrat, d'appeler le bureau dans toutes les préfectures, il y a un bureau des étrangers. Et apparemment, ce bureau interroge sur tout le territoire pour savoir, puisque quand on fait un visa, une carte de séjour, c'est connu de tout le monde, dont cette personne n'était pas dans mon département. J'ai dit oui, j'ai dit à mon bureau des affaires médicales que c'était une très belle candidature et on m'a dit non, parce qu'elle a déjà passé 2 ans en France. Donc, il faut être très précis. S'il y a un article, moi, je serais preneur, mais actuellement, sur 2 candidatures que j'ai eu la désagréable surprise de voir que c'était pas l'administration de l'hôpital qui posait problème, c'était le service de la préfecture, parce que pour qu'une administration, pour ne pas se faire, taxer ou devoir payer, voilà, elle passe d'abord avant de dire oui, elle va déjà à la préfecture, elle donne le nom de la personne, et puis c'est la préfecture qui apparemment fait des recherches sur un fichier qui est un fichier national. Autrement dit, si vous avez passé 2 ans à Brive-la-Gaillarde et que vous voulez venir à Saint-Quentin, ça ne marchera pas. Alors que dans le temps, on passait d'une région et on n'était pas vu, pas connu. Manifestement, il y a un fichier national. Ça, c'est pour un petit peu essayer de répondre au point précédent. Alors, ce que je voulais dire, c'était de féliciter les 2 oratrices qui ont été brillantes, qui ont bien parlé. Je ne reviens pas dessus, je crois que tout le monde est satisfait. Et je voudrais relever pour chaque présentation, d'abord ma grande sœur Aurélie, brillante cardiologue, comme tu l'as dit. J'ai bien apprécié que tu mettes en avant, le côté administratif, logistique ou politique, comme on veut au Cameroun. Le but d'une association comme la nôtre, c'est de faire des actions au Cameroun. Mais le but d'une association, je crois, c'est ce qui ressort de toute la réorientation de la discussion, c'est d'aider d'abord les Camerounais. Si on pouvait avoir une communauté médicale camerounaise qui a un jour dit qu'en France, j'ai été orienté, j'ai été aidé par Medcam, je pense que là, on créerait une force de frappe qui est sans pareil. Et je rappelle qu'au niveau de la diaspora, puisque la collègue camerounaise a beaucoup insisté, au niveau de la diaspora, quand on parle de diaspora en général, la diaspora médicale est considérée comme la plus puissante, comme celle sur laquelle les gouvernements ou les politiques et autres attendent beaucoup. Docteur Kingé, écolo, qui a été le week-end dernier avec moi au Sénat sur un travail sur la diaspora camerounaise, elle peut le témoigner. On met en avant les médecins, avant les avocats, avant les architectes, avant tout le monde. Donc, c'est très bien que tu mettes en avant ce qui est difficulté, parce que c'est de là où les problèmes viennent de là-bas. Je pense qu'il y a 2 façons d'aider les gens ici en France. Soit on passe par le canal normal, c'est-à-dire DFMS et tout le reste, soit on passe comme on le fait tous les jours dans nos services,
on fait ce qu'on appelle FFI. Après, c'est stagiaire, je ne reviens pas sur l'intitulé. C'est quoi FFI? C'est un jeune Camerounais en cardiologie, en endocrinologie ou en gastroentérologie qui est à Douala ou à Yaoundé et qui pense qu'il a intérêt à venir pendant 1 an en France parce qu'il va acquérir forcément dans l'organisation, dans la gestion quotidienne, dans la technique, il va acquérir des choses qui vont lui changer complètement sa vie de médecin toute la vie. Il postule dans un service. Qu'est-ce qu'ont les deux facteurs qu'il faut pour être pratico-pratique? Il faut que, après, quand on aura parlé toute la soirée, il faut se dire que si nous, on n'est pas comme les Tunisiens, pas comme les Marocains et pas comme les Algériens, encore moins comme les Libanais, qui sont encore plus organisés, c'est parce qu'ici, on n'a rien de commun. Je ne sais, j'ai entendu une pédiatre qui, plutôt que de nous dire « je suis pédiatre dans telle ville », elle a dit « en France ». Ça, c'est un peu camerounais. C'est-à-dire, on garde un mystère. Si elle était libanaise, elle nous aurait dit « je suis pédiatre dans le service de pédiatrie de l'hôpital de 110 », parce que nous, on a besoin de cela. Donc, nous, on a besoin, pour que ça marche, pour qu'on aide les gens de façon efficace, on a besoin de savoir qui est où et quoi, et dans l'endroit où il y a telle personne, quels sont les besoins. Parce que des besoins, il y en a tous les jours. Moi, j'ai eu l'expérience de connaître comment ça marche chez les Libanais. Il y a 20 ans déjà, ils avaient un fichier Excel des besoins et des disponibilités. Et quand on disait on veut un pédiatre dans tel hôpital, ils balançaient dedans et ça se croisait sans aucun problème. Donc nous, on a besoin ici d'avoir quelque chose de fonctionnel qui permet à un temps rapide de dire on a listé partout là où on peut avoir des gens, parce que comme disait Aurélie, c'est bien de venir, mais si tu viens dans un hôpital, dans une structure de santé ou dans un service où tu n'as pas un mentor qui est là pour te conseiller, pour te coacher, pour t'aider à éviter tous les pièges tendus de notre profession, dite ou pas dite, là, tu peux de toute façon ressortir même très aigri. On connaît bien des échecs de formation. Donc, là, d'avoir dit, le problème, il est organisationnel au pays, c'est bien. On a tous des expériences où en dépensant notre argent, en prenant sur notre temps, on est arrivé au pays, on a eu quelques difficultés. On voudrait qu'avec quelques doyens, avec quelques directeurs d'hôpitaux, les choses soient simples. En disant, si vous voulez qu'un endocrinologue vienne à Saint-Quentin dans le service d'endocrinologie, parce qu'il en vient là-bas des Libanais, des Marocains, sans que ça ne pose problème, même des Tchadiens. Mais pourquoi compliquer chez nous? Donc, la partie administrative. Dans la première intervention, ma chère collègue, consoeur gastro-entérologue, j'ai apprécié tout ce que tu as dit, et puis surtout, j'ai apprécié, tu as ouvert ton cœur à nous dire quelles sont les motivations personnelles et familiales qui peuvent faire que quelqu'un part de France et rentre au Cameroun. Ça, c'est important. Parce que il n'y a pas que de l'argent. D'ailleurs, souvent, quand on y va, quand on a une situation ici, qu'elle soit dans le privé ou dans le public, généralement, quand on va au pays, probablement, on gagne moins de l'argent. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que de l'argent. On a tous un âge, on a tous une expérience qui, à un moment donné, nous dit, ici ou au pays, je pense qu'on peut être en France et aider le Cameroun d'une façon aussi importante que si on était au Cameroun, en menant des missions, en aidant les Camerounais, en aidant les patients camerounais pour certains, en conseillant. Donc, de dire qu'il y a ce côté familial, ce côté sentimental, ce côté personnel, qui peut aussi être un élément, un facteur qui fait qu'à un moment donné, à un certain âge, on veut rentrer au Cameroun. Mais en gros, il faut créer de façon forte, il faut formaliser, pas simplement parler comme on le fait, il faut formaliser un outil qui, à l'ère de l'informatique, ne peut qu'être informatique, qui fait qu'on sait, Charlotte, son téléphone, en cardiologie, XY dans spécialité, et là, si on le fait, si on le crée, si on le fait vivre, voilà, si on l'implémente correctement, je pense que ce que font les Libanais et tous les autres, on serait capable de le faire. On est nombreux, on est dispersés et on ne s'aide pas comme il faut. Voilà. Et Eliane est en ligne, donc je m'en vais. Merci, docteur Dada Messi, pour votre intervention. Va te coucher. Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Olga qui avait deux questions en suspens sur Je vais la file de juste, questions. apporter une précision au docteur Dadamissi qui a parlé d'une première question, c'est-à-dire qu'il voulait savoir s'il y avait cette loi-là. Bien évidemment, le problème, c'est qu'il y a la loi qui a dit les stagiaires associés déjà en poste en attendant, comme disait Stéphane, la sortie du décret de la date des examens. Mais eux, ils peuvent être recrutés que dans l'établissement où ils sont déjà, pas dans un autre établissement. Après, maintenant, les préfectures font autre chose, c'est-à-dire que là, maintenant, les préfectures, c'est un problème de titre de séjour parce que les préfectures, il y a un problème de coordination. C'est-à-dire que quand ces stagiaires associés arrivent, on sait qu'ils sont pour 2 ans, donc on leur donne un titre de séjour pour cela. Maintenant, la loi qui est sortie après, les préfectures, certaines préfectures, avec les délais, qu'il y a même des gens qui sont déjà sur le territoire, ont des délais. Il y a eu même des manifestations par rapport à cela, de renouvellement des titres de séjour sur ceux qui sont déjà sur le territoire. Donc, c'est un problème administratif français. Donc, normalement, ces gens-là, le décret parle de eux, ils peuvent, mais dans le même hôpital, c'est-à-dire la dernière affectation où ils sont, on peut les renouveler en attendant la, la date des EVC puisque si leur dossier, bien sûr, a été accepté pour pouvoir participer aux EVC. C'était juste un complément de réponse. Voilà. OK. Merci, Je Achille. ne sais pas si je peux prendre quelques secondes pour répondre aux questions pour pas que ça reste en suspens. Oui, tu as la parole. OK, donc, d'accord, je prends aussi la caméra du coup. C'était pour, déjà, je pense que Dadamissi, le service de la sous-préfecture, c'est la directe. Je ne sais pas si c'est de ça. De toute façon, chez moi, à Nyon, ça s'appelait la directe. C'est le service de la sous-préfecture qui s'occupe de tout ça. Il y avait une autre question qui était pour ceux qui veulent revenir, est-ce qu'il y aura des problèmes des procédures d'autorisation? Je pense qu'il faut bien comprendre qu'on revient chez nous. Donc, il y a un certain nombre de choses. On est chez nous, il y a certaines choses dont on a droit. Et comme dans tous les pays du monde, quand vous revenez pour exercer au Cameroun, il faut déjà être inscrit à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Une fois que c'est fait, vous avez le choix entre l'exercice en privé, entre l'exercice public pour lequel il faut désormais postuler. Il faut savoir maintenant que même au Cameroun, pour les étudiants qui viennent des facultés d'État, l'intégration n'est plus systématique depuis quelque temps. Donc, tous les étudiants formés en médecine au Cameroun doivent faire le concours d'intégration pour travailler pour la fonction publique ou alors obtenir une autorisation d'exercice en clientèle privée qui a ses procédures et voilà, ça se passe plutôt bien. Il y a une autre question, il y a quelqu'un qui demandait, avec tous les tours que j'ai faits, ça se passait comment avec les enfants? N'oubliez pas, n'ayez pas peur des enfants. Il n'y a pas des personnes qui s'adaptent mieux que les enfants. Donc, que ce soit avec le système ivoirien où je les avais inscrits dans des écoles privées, que ce soit en France où ils étaient inscrits en système public, ou ici, qui sont désormais revenus. J'ai dû les inscrire quand je suis arrivée dans nos structures internationales, juste pour qu'ils tiennent le cap, pour que l'atterrissage ou le changement de système ne soit pas très brutal. Donc, que ce soit le système privé en Côte d'Ivoire, public en France, ou la formation en système international au Cameroun, les enfants s'adaptent très bien. Les premiers jours, ils vont vouloir voir les anciens amis, mais 3 jours après, avec les nouveaux, ça se passe bien. Donc, n'ayez pas peur de vous engager avec les familles. Au départ, en tout cas, moi, mon expérience en Côte d'Ivoire était très belle, qu'elle soit sociale, université ou quoi que ce soit. En France, c'était un peu bousculé avec le Covid où j'avais de la peine à faire venir les miens pour me soutenir, mais ça s'est passé aussi très bien. Et depuis que je suis revenue au Cameroun, ça se passe plutôt bien. Je laisse la ligne. Je vais apporter une précision, William. Merci de l'intervention. Il y a quelqu'un qui a pris la parole, c'est John ou c'est juste une interférence? Non, je vais une précision par rapport à ce qu'elle a dit pour le référent. Sauf qu'on ne vous entend pas très bien. Allô? Oui. Là, c'est bon?
Là, c'est bon. Voilà. Vous écoutez. En fait, je veux faire 3 précisions. La première, c'est qu'elle ne doit pas omettre de préciser que c'est 50 personnes depuis 2020. Et le dernier concours, il y avait 1200 personnes pour 50 places. Première chose. Deuxième chose qu'elle doit préciser, c'est que l'exercice en clientèle privée demande au moins 5 ans d'exercice. Ici, sur le territoire, si on est généraliste, et si on est spécialiste, c'est 3 ans sur place, avec un paiement des cotisations qui doit être à jour. Et puis, il y a toute une pile de dossiers qu'on va vous demander, ce qui reste quasi impossible. Et voilà, vraiment, vraiment, ça sera très compliqué pour ceux qui rentrent déjà. Donc, il faut vraiment une organisation pour que les choses n'aillent pas vraiment en vrille. Parce que sinon, ceux qui rentrent risqueraient de même plus trouver de place. Parce que déjà, j'étais à la dernière conférence avec des confrères, j'attirais leur attention en disant, même vous qui êtes spécialistes, lorsqu'aujourd'hui, les gens restent silencieux, ils ne font rien, ils ne disent rien, ne se bougent pas, ils disent ça ne nous concerne pas, on a déjà notre petit job, ça sera très compliqué parce que même le spécialiste va commencer à lire l'heure, comme on dit au pays, dans bientôt. Parce que ça augmente aussi les mauvaises pratiques, ça augmente le taux de mortalité, ça augmente, bref, tous les jours. J'ai été à la commission d'éthique et vraiment, c'était ahurissant. Il y a urgence. Je crois aussi que tout ça, c'est parce que les médecins se disent, la politique ne nous concerne pas. Et je crois qu'il est temps qu'on change de paradigme. Ça risque d'être très, très compliqué. Sinon, faites déjà vos chambres en Europe pour ceux qui y sont et trouvez comment vous allez y rester. Parce que ce qui vient ne laisse pas à désirer. Merci, Dr. John. Merci, Dr. John. Mais on a bien compris au travers des différentes présentations que c'était possible de rentrer et de pouvoir s'y installer. Mais il ne faut pas se lever il ne faut pas rentrer à 17 h. Il faut arriver à 6 h du matin et voir où le soleil se lève et pouvoir… Cela dit, il faut une préparation, une bonne préparation pour pouvoir rentrer. On comprend bien que on ne peut pas prendre tous ses bagages un matin et se dire, bah, je rentre. En tout cas, ce que moi, j'ai bien compris au travers des différentes présentations de nos deux chers aînés. Et cela dit, je crois qu'on est arrivé au terme de notre deuxième acte symposium sur les perspectives. S'il te plaît, Stéphane, Oui. Excuse-moi de te couper la parole. J'ai beaucoup de gens qui demandent mes coordonnées. Alors, je pense que j'ai été claire pour des raisons tactiques, parce que je vous ai dit que je vieillis déjà, pour des raisons aussi parce que pour que les choses soient efficaces, il vaudrait mieux envoyer le mail à stagiaire-medcam@gmail.com, quitte à dire que le mail, c'est pour Dr Nkembe. Et là, mes fils qui sont dans l'association et tout, vont me forward les mails. Ça permet d'être efficace et ils me demandent, ils vont me talonner pour que je réponde. Je pense que c'est mieux parce que sinon, les mails qu'on va m'envoyer directement vont passer à la trappe. Je vous en prie, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous donner directement mes coordonnées, mais c'est pour qu'on soit plus efficace. Ok, docteur Charlotte, c'est bien compris. Je crois que, juste à titre de rappel, je crois que c'est stagiaire associé, je n'ai pas le mail, voilà, stagiaire Medcam, collé, stagiaire, tout en minuscule, stagiaire-medcam@gmail.com. Nous recevons tous les mails, enfin, tous les messages au travers de ce mail. Et justement, comme le docteur a précisé, juste peut-être dans le message préciser que voilà, le mail s'adresse au docteur Charlotte, qui va finir par répondre voilà, directement à la personne. Donc, voilà, oui. Tous nos travaux sont ouverts de l'association des professionnels de médecins camerounais en France. Donc, voilà. Cela dit, comme je disais, je crois qu'on est arrivé au terme de notre présentation sur les perspectives professionnelles du médecin camerounais praticien associé en France. On a eu l'occasion d'écouter deux brillantes médecins, deux aînés qui ont bien accepté partager leur expérience avec nous sur les possibilités
de garder une activité mixte, c'est possible. Elles le font, donc nous aussi, nous pouvons le faire. Elles sont disponibles pour nous écouter et pour nous donner des conseils. Et sur la possibilité également de rentrer définitivement, mais pas se lever un lundi et rentrer directement, il faut une préparation, une très bonne préparation pour pouvoir rentrer. Elle reste également disponible. On n'a pas eu la chance d'avoir notre aîné, Dr Ayabakan, psychiatre qui exerce au centre hospitalier Prémontré, et lui qui a gardé une activité uniquement en France. Donc, voilà, je pense que voilà, ça aurait été bien d'avoir aussi un peu son expérience. Je suis en ligne, en fait, mais j'avais le tard. Bon, bah, je crois que... On aura une autre opportunité de revenir dessus. Très bien. Bon, écoutez, pas de problème. On verra bien ça avec le comité scientifique et l'association. Donc, voilà. Merci aux uns et aux autres pour l'intérêt qu'ils portent à notre association. Et comme on dit, ce que nous faisons, les travaux que nous faisons, c'est vraiment dans le but de pouvoir créer quelque chose de plus solide, de renforcer les liens, parce que quelque chose a déjà été créé, l'association a été créée, ça fait presque 10 ans, et de pouvoir renforcer les liens, de pouvoir partager les expériences voilà, pour aller un peu plus loin, tant sur le plan international que national, particulièrement au Cameroun. D'autres web symposiums vont être organisés et nous allons passer le message comme nous l'avons fait pour celui-ci. Donc, voilà. Je dis encore merci aux uns et aux autres pour cet intérêt. Et voilà, sauf si Achille et Elino, ils ont quelque chose à dire. C'est tout bon. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.